On va terminer avec le paradoxe Assalé Tiemoko. Demain, Assalé Tiemoko sera à la préfecture de police. Assalé Tiemoko voulait se jouer les Zoro, les justiciers de la cité. Mais en voulant faire ce rôle qui lui va très mal, Assalé Tiemoko, pour quelqu'un qui a été un député, était en train de se comporter comme un voyou. Quand tu contestes la décision du Conseil constitutionnel, c'est un acte de voyousie. Assalé Tiemoko pense que lui, on ne peut pas lui montrer des limites. Et donc, tout dernièrement, il y a un voyou qui se faisait appeler Olivier Tambour, un insulteur public, qui disait tout, rien et n'importe quoi à la fois. Une bibliothèque aux injures et à l'immoralité. Un impoli pro max. Et comme à leur habitude, tant que c'est au pouvoir d'Alassane Ouattara qu'on s'attaque, tout est bien. Mais quand il s'agit maintenant de venir répondre de ces actes, quand ces personnes sont arrêtées, tu vois des gens comme Assalé Tiemoko jouer les philosophes de la dernière heure. Assalé Tiemoko qui voudrait qu'on ait une liberté exagérée où lui peut tout se permettre. Mais ceux qui sont insultés, quand on les amène devant les lois de la République, Assalé Tiemoko veut prendre la défense de ces personnes. Ou bien lui-même Assalé Tiemoko, quand les gens lui rappellent son incongruité, ses paradoxes, allez sur sa page, c'est lui qui dit le premier, je vais saisir la PLCC. Toi, Assalé Tiemoko, tout ce que toi tu fais là, si les gens voulaient saisir la PLC, si le gouvernement voulait utiliser sa force là, toi tu vas même pas dormir une nuit. Tu vas même pas dormir une nuit. C'est Gbagbo qui avait raison. C'est Gbagbo qui t'a jeté en prison là qui avait raison. Assalé Tiemoko, tu es un homme plein de paradoxes, de contradictions. Tu as choisi de hurler avec la meute. S'émouvant soudainement du poids de la sanction infligée à Olivier Tambour, que tu juges aujourd'hui disproportionnée. Quelle touchante découverte tardive des principes. Pourtant, lorsqu'un citoyen compare des militants du RHDP et le président Alassane Ouattara d'un parti au SIDA, lorsqu'il jette l'opprobre sur les institutions judiciaires, on quitte le terrain de la liberté d'expression pour entrer dans celui de l'injure et de la diffamation. Assalé Tiemoko, Olivier Tambour que tu veux défendre là, tu n'auras pas le temps de le défendre. Demain, toi-même là, tu vas aller te défendre à la préfecture de police. Ça fait un. Maintenant, quand on peut dire que le président Alassane Ouattara là, il est comme SIDA, que les militants du RDR, RHDP sont comme SIDA, ça là, c'est plus faire de la politique. Ça là, quand on peut s'attaquer aux institutions comme faisait Olivier Tambour, que tu veux défendre là, ce n'est plus la liberté d'expression. C'est la liberté à la diffamation ou aux injures. Mais au fait, Assalé critique le gouvernement depuis des années, souvent sans ménagement. Pourquoi donc n'est-il pas en prison? La réponse est pourtant simple. En Côte d'Ivoire, contrairement au récit dramatique de certains professionnels de l'indignation, la critique politique n'est pas automatiquement synonyme de cellule. Encore faut-il ne pas confondre opinion et dérapage verbal. En Côte d'Ivoire, même nous, on critique le pouvoir actuel. Assalé Tiemoko critique. Tout le monde critique. En tout cas, on n'a jamais entendu que quelqu'un a été mis en prison parce qu'il a critiqué. Mais dans les mêmes textes de la Côte d'Ivoire, dans nos lois pénales, quand tu insultes ou bien tu as des dérapages dans la parole contre quelqu'un, la personne aussi a le droit de défendre sa dignité. Quand tu mens sur quelqu'un, comme ça a été le cas avec Anne Ouloto, de la part de Jean-François Kouassi ou quelque chose, tu as le droit que celui que tu as diffamé là, la personne sur qui tu as menti là, elle a une dignité et elle peut utiliser les lois pour te demander de prouver, pour pouvoir laver sa dignité.
Mais comme vous êtes devenus des professionnels de l'indignation et vous êtes des xénophobes et des haineux, tant que quelqu'un peut attaquer les militants du RDR, RHDP, tant que quelqu'un peut citer Alassane Ouattara, ça là, c'est ça qui est liberté de parole chez vous. Ça, c'est vous dans votre monde. Mais, quand on vous demande de venir répondre pour montrer ce que vous avez dit, et qu'on veut vous faire la même chose, vous vous indignez. Vous tombez dans des récits dramatiques. Vous, les professionnels de l'indignation. Mais, sachez que votre supercherie ne passera pas. Chacun a une dignité à défendre et personne ne va se laisser marcher là-dessus. Le plus savoureux dans cette histoire, c'est le silence complice qui a entouré Olivier Tambour lorsqu'il multipliait outrances et provocations. Personne. Personne. Pour lui rappeler qu'à force de jouer avec les limites, on finit parfois par rencontrer la loi. C'est une vieille habitude locale. Pousser les autres à l'excès, applaudir dans les gradins, puis crier à l'injustice quand le rideau tombe. Ce n'est pas la première fois, hein. Ce n'est pas la première fois. Toi, Saleh Timoko, là, tu es pire que Laurent Gbagbo. En réalité, à Saleh Timoko que vous voyez là, il faut associer Bédier, Guy Robert et puis Gbagbo là. Il faut associer ces trois personnes-là. Tous les mauvais comportements de ces trois personnes-là, c'est ce qu'Assaleh Timoko a. Assaleh Timoko est pire qu'un poison. En réalité, il est tellement dangereux qu'il veut imposer sa vision. Ce que lui veut là, si lui n'a pas ça, c'est que le monde ne va pas bien. Comme si c'est lui seul que Dieu a créé. Et que lui seul là, ce que lui veut là, tout le monde doit accepter. Mon frère, tu n'es pas bien né que quiconque. Mon frère, tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. Donc ne pense pas qu'on va te permettre des excès. C'est bien vous, les complices de ces insulteurs publics. Vous les envoyez. Jean-François Kwasi Oumekwa là, Olivier Tambour là, Ziggy là, qui les envoyait? C'est pas vous? Laurent Gbagbo s'abonne avec les gens du PDCI. C'est pas vous qui les envoyez. On connaît votre spécialité. Vous envoyez les enfants des autres. Ils n'ont qu'à insulter. Ils n'ont qu'à flirter avec les limites de la loi. Et une fois maintenant que, dans leurs excès, ils sont pris, c'est vous qui criez à l'injustice. Mais lorsqu'ils sont en train d'insulter les autres, de traiter les militants du RDR de sida, de traiter les militants de RHDP de sida, de traiter Alassane Ouattara de sida, c'est encore vous qui les applaudissez. Vous dites que c'est ça la liberté de la parole. Mais Assaleh Timoko, tu auras vite fait d'aller enlever ton poste pour dire que toi tu vas aller à la PLCC. Tu es la dernière personne, tu es très mal placé pour aller à la PLCC. Parce que ce que toi tu as dit là, le RHDP peut se saisir. Tu avais menti sur le RHDP. Quand on envoyait quelqu'un pour te tuer là, on peut prendre ça, aller déposer à la PLCC. Assaleh Timoko, toi tu te promets pour dire qu'il y a eu la fraude et que c'est toi qui as gagné les élections. Le Conseil constitutionnel a donné son résultat. On peut te poursuivre pour ça aussi. Donc ne pense pas que tu es trop guindé et puis toi là, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est Alassane Ouattara qui te pardonne. Sinon, si c'était entre toi et nous là, on allait t'écraser à la seconde. On n'allait même pas te permettre une seconde. C'est parce que tu regardes dans les yeux d'Alassane Ouattara, c'est à cause de ça. Sinon, si c'est nous autres là, ce que tu as fait là, dès que tu commences là, on va te faire dégoûter ça sur place. Toi, un homme incohérent, un homme paradoxal, tu veux qu'on parle de la cohérence? Est-ce que toi-même tu vois ton comportement? Toi, Saleh, est-ce que tu vois ton comportement? Est-ce que c'est digne d'un homme qui dit avoir été député en Côte d'Ivoire? Qui a traîné des jeunes citoyens devant la justice, la juridiction de Tiachalé? Qui a traîné la famille Traoré sur la base de tes propres mensonges? Tu as traîné toute une famille qu'ils ont fraudé sur la nationalité ivoirienne.
Assalé Tiemoko, pourquoi les jeunes de Tia Salé qui ont critiqué ta gestion à la mairie de Tia Salé là, pourquoi tu les as amenés à la justice? Mais nuit et jour, toi tu critiques Alassane Ouattara et tu fais ça sur base de mensonges. Qui se montre allergique à la contradiction et qui dit je vais à la PLC, je vais aller à la PLCC. Toi, tu peux aller à la PLCC, on va t'envoyer à la préfecture de police. Tu vas oublier ça, frère. Connerie, tu as commencé là. J'espère que tu as la peau assez solide pour terminer. Parce que tu n'impressionnes personne, frère. Tu n'es rien et tu n'impressionnes personne. Et pour avoir été député, ton comportement, il est plus que honteux. Je t'avais dit, et je te le disais, quand j'étais en France, là, je t'ai dit, oh, tu vas faire là, tu vas te faire arrêter. Il y a un de tes partisans qui est venu. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que son comportement est en train de le conduire à ça. Mais vous, les malfaiteurs, là, vous ne voyez pas ce que vous faites. C'est quand maintenant vous êtes devant les conséquences que vous dites, ah, il y a quelqu'un qui nous disait ça. Ce n'est pas parce que je suis un magicien, hein, mais c'est parce que quand tu vois ce que quelqu'un fait là, tu dois avoir l'honnêteté de dire, ça là, ça va te conduire vers telle conséquence. Et ce que j'ai dit là, c'était sur la page de Côte d'Ivoire, ce jour-là. J'ai dit, ça, le comportement qu'il a commencé là, il va se retrouver, quand il va revenir, il va se retrouver devant la loi. Bon, c'est pas ça on va faire demain là. Il ne sera pas devant la loi demain. Hey, quand un braqueur est en train de braquer là, lui, c'est son avantage, il voit. Il ne se demande pas est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou pas. Quand tu es en train de faire un mauvais comportement, toi-même, tu ne vois pas. C'est les gens qui sont derrière ou à côté qui voient. Quelqu'un qui supporte la critique, comme on supporte une rage des dents, et qui colle des délits imaginaires à ses contradicteurs, est assez mal placé pour donner des leçons de liberté d'opinion. Donc, Assalé Tiemoko, tu es très mal placé. Quand des jeunes de Tia Salé donnent leur avis, toi, tu les envoies en justice. Toi, tu peux te permettre d'accuser une famille, mettre leur dignité en jeu et s'amuser avec la vie des gens. Toi, tu peux mettre des caméras à Tia Salé sans demander l'avis de la RTCI. Toi, tu peux mentir sur le gouvernement d'Alassane Ouattara pour dire que le bateau Zimrida là, contient des produits toxiques. Toi, tu peux mentir pour dire que les gens ont volé ton élection, pour salir les institutions. À un moment là, toi-même, tu ne vois pas le mal que tu es en train de faire. Mais il faut savoir que ceux à qui tu fais le mal, un jour, ils en auront marre. Donc toi, tu es très mal placé pour parler de liberté d'opinion. Parce que quand les autres veulent exercer leur liberté d'opinion, c'est toi encore qui es allergique. Tu commences à pousser des boutons sur ton corps. Pourquoi toi, quelqu'un va venir contredire ce que tu as dit? Et c'est toi qui menaces les gens. Mon frère, ta menace, ça n'inquiète personne. Et on a plus à te reprocher que toi, tu n'as à reprocher au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tes faits sont tous enregistrés et sont là. Et demain, là, on va te rappeler ça. Et on va te montrer ta place. Et on va voir, quand tu vas, si tu sors, je dis bien si tu sors, là, on va voir si tu auras le courage encore de continuer. Être cohérent, là. On ne peut pas poursuivre des citoyens pour avoir parlé. Puis enfiler ensuite la toge du défenseur des libertés lorsque cela arrange la mise en scène. Tu ne peux pas vouloir la justice partout pour toi seul et nier cette même justice aux autres. C'est ça qu'on appelle la cohérence. De la manière toi tu critiques Alassane Ouattara et de la manière tu te comportes là, tu dois accepter aussi que les jeunes qui t'ont critiqué là se comportent de la même manière. C'est ça qu'on appelle la cohérence. Chez vous, chez des gens comme toi, Assalé Tiemoko, la liberté d'expression là, c'est comme si il y a un interrupteur. C'est qu'on prend pour allumer le courant là. C'est vous seul qui allumez pour vous, ça marche pour vous. Mais quand on parle des autres, vous appuyez le bouton pour dire bah, on a éteint pour les autres. Mon frère, tu n'es pas mieux né que Jésus. Tu es un être humain à la fin. Et on va te rappeler ça. On va te dire que être grand là,
c'est pas mesurer 40 mètres. Être grand, c'est être humble. Et c'est aussi respecter les autres. Merci à tous. On va passer à l'édito de Maman Blanc. Et dès qu'on a fini, on va vous permettre de pouvoir vous exprimer. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Rassurez-vous, il n'en est rien du tout ». Il fut un moment où un phénomène a manqué de salir les Ouattara. Tout semblait alors tourner autour du gain. C'était « Que vais-je gagner? Aurais-je un billet d'avion ?» Cela avait suscité le marché juteux de l'emprunt de bœuf. Il consistait à rétribuer largement un vidéoman pour qu'il serve de caisse de résonance à une haute personnalité du pays. Aujourd'hui, ce marché a connu un recul significatif grâce à la communication des EPV. Mais il s'est transformé en soupçon. Oui, pour un grand nombre de personnes, les EPV passent pour être les enfants chéris du gouvernement Ouattara en termes de rétribution. Et je leur réponds par la négative, car si nous l'étions vraiment, cela s'expliquerait par notre engagement sans intérêt dans le combat du Prado. Les EPV sont une fédération internationale d'Ivoiriens engagés dans le combat autour de notre bien-aimé président Ouattara. Nous avons aussi une aile associative où nous faisons des actions caritatives en Côte d'Ivoire auprès de personnes nécessiteuses. Et l'honorabilité nous étant chère au cœur, nous ne communiquons pas sur nos différents dons, car pour nous, la main qui donne reste cachée. Pas besoin de tapage. Rassurez-vous, nous ne recevons rien du gouvernement Ouattara pour l'instant. Et croyez-nous, si nous recevons, vous serez les premiers à être informés en temps et en heure. La dernière fois, l'autorité qui s'est jointe à nous à Abidjan, à l'occasion de la remise des trophées, n'avait pas été dépêchée avec une mallette d'argent, mais plutôt avec une valise d'amour pour le travail abattu par Éclaireur Pro-Vérité et ses élèves. Oui, arrêtez de vous tourmenter. Il n'en est rien du tout. Nous vivons de nos différents boulots. Nous sommes nounous, nous sommes femmes de ménage, nous sommes gardes de personnes âgées. Voilà ce que nous sommes pour la plupart. Nous n'avons pas d'apport du gouvernement. Peut-être qu'un jour, et cela nous permettra de doubler nos œuvres caritatives pour le bien de certains de nos concitoyens dans le besoin. Inch'Allah. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci pour cette clarification. Parce que souvent, les organisations humaines, quand on avance, il faut aussi dire ce que tu es en tant qu'organisation pour que les gens comprennent bien. Il y a certains qui vont penser que comment des gens peuvent faire vidéo tous les jours s'ils ne reçoivent pas quelque chose, pourquoi ils font ça? Bon, on va vous dire. Un être humain, c'est d'abord une histoire vécue. Quand on vous dit qu'on a connu la guerre, ce qu'on oublie de vous dire, ce qu'on oublie volontairement de vous dire, c'est qu'on a aussi subi nos parts d'humiliation. Quand on vous dit qu'on a connu le régime de Gbagbo, là, il y a nos mamans, nos sœurs, nos filles qui ont été violées. C'est ça une partie de notre histoire. Quand on vous dit qu'on a connu le régime Bédié, on a eu des parents qui ont été tués, ou même des Ivoiriens qui ont été tués. Et quand on a vu tous ces faits-là, et qu'on a été chanceux d'être parmi les survivants, la première chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'on ne puisse plus jamais retomber dans ce genre de comportement. Et c'est pourquoi nous autres, nous sommes engagés dans le RDR pour essayer d'éviter.
On ne tue plus un citoyen pour ce qu'il est. On ne demande plus à un citoyen, on n'humilie plus un citoyen pour ce qu'il est. On n'empêche personne de parler. C'est ce que nous voulons défendre parce que c'est en cela que nous croyons. Nous qui vous parlons là, nous on a les traces du régime de Bédié sur nos corps. On a les traces du régime de Laurent Gbagbo sur nos corps. On a les traces de la rébellion pour les conséquences qu'on a vécues dans nos corps. Et donc, quelque chose ne peut pas être sur ton corps et puis ton esprit ou même ton âme n'a pas vécu. Il y a eu des destins et des avenirs qui ont été détruits. Et nous autres, on s'est dit, on va aider le régime du docteur Ouattara parce qu'on a vu tout le reste. Mais peut-être quand eux vont venir au pouvoir, on va voir s'ils seront différents. Et Dieu merci, ils sont différents. Parce que tout ce que je viens de citer là, ils prennent le soin de ne pas tomber dans ces mêmes péchés. Et nos parents qui sont en Côte d'Ivoire là, aujourd'hui ne subissent plus ces humiliations. Ça nous donne une garantie. Et donc nous on est obligés d'encourager ce pouvoir. C'est ça qui fait que nous avons le courage de sortir chaque jour pour venir placer des mots. Là où ça ne va pas, on critique. On donne des solutions. Mais là où ça va, on les encourage. On fait notre travail avec beaucoup d'intelligence. Regardez toutes les thématiques. Nous sommes les premiers à les développer, à donner une compréhension facile aux gens. Parce que nous ne sommes pas un ramassis d'individus qui viennent pour perdre le temps. Nous sommes d'abord, en grande majorité, des gens sensés. Des gens qui savent faire la différence entre l'idiotie et le bon sens. L'homme sensé est situé dans ce carnaval au milieu. Entre être idiot et être, comme je le disais, et donc, on agit avec beaucoup d'intelligence. On agit en se disant que nous autres, on a eu un peu de chance. Mais il faut permettre à ceux qui n'ont pas cette chance-là de savoir qu'il y a une alternative et qu'il ne faut pas désespérer de la vie. C'est d'abord ça, les EPV. Et nous ne sommes pas riches, hein, contrairement à ce que d'aucuns penseraient. Notre plus grande richesse, c'est notre dignité. C'est d'être fier de lever la tête. Et nous l'avons toujours dit. S'il y a un cadre du RHDP qui nous a donné de l'argent, que ce cadre-là sorte, il s'arrête, il donne le montant. Moi, éclaireur pro-vérité, là, je vais multiplier ça par 10 pour lui remettre devant vous. Quelqu'un qui parle comme ça, là, il n'est pas prêt à négocier sa dignité. Nous, on n'est pas rentré en politique pour avoir de l'argent. Nous sommes rentrés en politique parce qu'on a subi des injustices. Et on ne veut plus que des gens qui n'ont pas les mêmes capacités et qui n'ont pas les mêmes chances puissent encore resubir les mêmes choses. C'est pour cela que nous sommes en politique. Effectivement, c'est vrai. Si on dit qu'on n'est pas engagé pour quelque chose, c'est faux. On est engagé pour garantir nos libertés. On est engagé pour garantir nos dignités. On est engagé pour garantir la sérénité en Côte d'Ivoire. Même s'il y avait un autre régime qui n'était pas celui du docteur Ouattara, s'il se comporte comme de la manière le régime se comporte, on va les supporter. Parce que chez nous, là, on s'en fout des religions, on s'en fout des régions. On veut que chaque être humain puisse vivre dans sa dignité. Voilà ce qu'on est. Mais ce que tu fais en tant qu'un être humain, ça te pousse. Si vous voyez que les autorités d'Abidjan nous reçoivent là, c'est parce que nous sommes des gens dignes. C'est parce que quand on va dans leur bureau là, on va pour poser des problématiques. On va pour poser des thématiques. On va pour poser les vrais problèmes. On va avec des solutions pour dire ce qu'on a dit sur Internet là. Voilà, on vient devant vous pour vous dire ça. Demandez à toutes les autorités. Chaque fois qu'on les a rencontrés, on leur a dit comment nous on peut vous aider pour que votre pouvoir soit bien là. Voilà ça. Et c'est ce respect-là qui fait que nous devenons donc des gens utiles au système. On n'est pas dans la masse, on n'est pas dans le bruit. Ça, c'est la définition du superflu, la masse. Nous sommes dans la qualité et non dans la quantité.
de sorte que nos idées et nos actions là aident le gouvernement, à savoir par la qualité même de nos émissions. Écoutez nos émissions. Qui peut dire qui peut écouter nos émissions, nos propositions, sans retirer quelque chose? Quand Sundiata se lève, il fait le travail du gouvernement pour dire voilà tel endroit, il faut. Quand on sort ici, là, qui parmi les communicants du RHDP a expliqué c'est quoi les fonds souverains pour donner le pourquoi et le comment? Donc, les gens doivent comprendre que celui qui est dans la qualité là ne se mesure pas à la quantité. La quantité, c'est le superflu. La qualité, c'est l'exception. Dans ce monde-là, on est plus de 8 milliards. Mais ceux qui dirigent, on peut les compter, ça ne dépasse pas 200 personnes. Ceux qui sont les présidents, c'est la qualité. Et parmi aussi les hommes, là, c'est comme ça aussi. Chacun décide de se donner un rôle. En fonction de ton rôle, tu auras la place qu'il faut. Mais de là à dire que nous ne sommes pas les chouchous du RHDP. Nous sommes des gens respectés pour le travail que nous faisons. Et ça, là, c'est Dieu même qui l'a voulu et c'est notre intelligence qui l'a voulu. Depuis que vous êtes sur la toile, est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un comme Maman Blanc qui fait des éditos chaque jour? Moi-même, quand j'ai le temps, je peux écrire 4-5 textes une même journée. Exploiter cela. Exploiter des concepts. Essayer d'anticiper sur les événements. Expliquer clairement les choses. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie. Vous savez combien de rapports nous faisons pour améliorer les choses dans la gouvernance? Mais ces hommes que vous voyez qui sont les EPV, comme Maman Blanc le disait, ce ne sont pas des gens qui roulent en carrosse. Ce ne sont pas des milliardaires. Ce ne sont même pas des millionnaires. Mais nous sommes d'abord des gens qui sont des humanistes. C'est-à-dire que nous pensons à l'autre. Parce que le destin, mon destin là, c'est aussi l'autre. Si l'autre n'est pas bien, il ne se sent pas bien, il peut devenir une menace pour moi. Et donc là, sans qu'on ne nous demande là, on travaille comme des gardiens. On travaille comme des mécaniciens. On travaille comme des nettoyeurs. On nettoie comme des femmes de ménage. On travaille comme des nounous. Nous ne sommes pas des directeurs de banque. Nous ne sommes pas des directeurs de société. Nous ne sommes pas des financiers. Nous sommes comme tous les hommes ordinaires. Mais la seule différence, c'est que nous, on pense à l'homme. On pense aux autres au-delà de nos personnes. Et on dit, il y a combien d'enfants qui ne se sont pas inscrits et les pères n'auront pas les capacités de payer les fournitures? Nous, là, on cotise notre propre argent pour aider ces personnes. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est ce qu'on fait en groupe. Mais chacun de nous fait ce qu'il peut, individuellement, sans même parler de cela. C'est ça, les EPV. C'est nous, pour donner de l'exemple dans la société. On dit, l'AMU, l'assurance maladie universelle, là, le gouvernement a créé les lois. Comment on peut encourager les cadres du RHDP? C'est nous, on paye l'assurance maladie pour des familles sur une année. Des familles complètes. C'est nous, les EPV, on fait ça. Mais on ne fait pas ça parce qu'on est riche. Mais on le fait parce que le destin de chaque être humain est lié. En faisant peut-être du bien là, ça va impacter et ça va donner plus la raison à quelqu'un de faire mieux que nous. Quelqu'un qui a plus les moyens. Et on vient partager le savoir tous les jours que Dieu fait. Parce que pour nous, le savoir là, ça ne doit pas être un secret de Dieu. Voilà ce que nous sommes en réalité. Et nous n'allons pas changer. Parce que personne ne nous a obligés à être ce que nous sommes. Et nous allons rester ce que nous sommes pour apporter quelque chose à l'humanité. Et c'est pourquoi les émissions que nous faisons vont rester dans l'histoire. Parce que même dans 10 ans, 100 ans, ça va servir et les gens vont apprendre des choses. Parce que nous n'enseignons pas seulement la politique. Nous ne parlons pas des événements, mais nous enseignons ce que la vie est. Et donc même dans nos émissions, ceux qui voudront apprendre, apprendront quelque chose. C'est surtout ça la EPV. Et vraiment, merci à Maman Blanc. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et merci au président Ouattara. Merci au vice-président. Merci au premier ministre. Merci au vice-premier ministre. Merci à M. Claude Saï. Merci à M. Marius Koudou. Et merci à tous les Ivoiriens. Restons dignes, restons cohérents, restons dans la posture des hommes dignes. C'est Dieu qui sait comment il va servir chacun. Un homme là, tu ne peux pas te servir toi-même. Mais les actes que tu poses,
C'est Dieu qui est le juge et qui saura placer chaque chose en temps voulu à la place qu'il faut. Merci à tous les EPV. On a terminé, on a 1, 2, 3 personnes qui vont prendre la parole. On va laisser 10 minutes à chacune de nos mères qui vont prendre la parole et après on va fermer. Et comme je viens de le dire, nous on va aller encore au Jossi. Allô? Allô? Oui, bonjour chère mère, comment Oui. allez-vous? Bonjour éclairage. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ok. Ok, donc on va vous laisser une dizaine de minutes. Ok. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon. Ok. Merci beaucoup éclairage de me donner la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Ok, donc je souhaite demander aux sympathisants, aux défenseurs de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a créé au-delà du fait qu'il est venu s'imposer sur la tête des Ivoiriens en trichant, en mentant, en volant la victoire du président Ouattara pour s'imposer sur notre tête pendant des années pour rien. Parce que Laurent Gbagbo s'est dit être le chef du multipartisme. Et nous découvrons qu'il a fallu le docteur, son excellence Alassane Dramane Ouattara, pour que notre feu, Félix Houphouët-Boigny, puisse accepter cela pour permettre à ce voleur, à ce criminel, à ce manipulateur de Laurent Gbagbo de pouvoir se proclamer le président du multipartisme. Nous découvrons encore que ce Laurent Gbagbo, se disant aussi être le chef, le créateur du fait que les gens puissent dire tout ce qu'ils veulent dire et sans avoir de difficultés, sans avoir de problèmes à avoir en fait quoi. Mais nous avons découvert aussi que Laurent Gbagbo n'est ni plus ni moins qu'un menteur. Parce que quand on s'est dit être le chef de la démocratie, et puis étant au pouvoir, lorsque les femmes d'Abobo sont sorties parce qu'elles avaient faim, parce qu'elles n'arrivaient pas à se nourrir comme il le fallait, parce que leurs droits étaient menacés, parce que lorsque les maris sortaient, ils étaient simplement attrapés et déjà pour rien du tout. Et lorsque ces femmes-là sont sorties pour aller demander leurs droits, simplement les mains nues, ce criminel de Laurent Gbagbo, celui-même qui s'est dit être le créateur de la démocratie, n'a pas hésité une seconde de tirer sur ces pauvres femmes-là, de mettre fin à la vie de ces pauvres femmes, d'empêcher les Ivoiriens de pouvoir circuler librement dans leur pays. Il n'a pas hésité à mentir sur ces pauvres Ivoiriens en les faisant passer pour les étrangers dans leur propre pays. Ils étaient traqués, ils étaient assassinés lâchement par ce criminel, par ce voyou, par celui-là qui se faisait passer pour le démocrate, celui qui se battait pour le droit des Africains. Prenons garde aux révolutionnaires brigands. Prenons garde à ceux qui se jouent des défenseurs des Africains. Nous voyons aussi le cas de ce criminel, de ce voyou, de ce vaurien de Kémy Séba. Vous avez tous entendu les vocaux qui sont sortis où Kémy Séba lui-même se proclamait disant que le fait que ceux qu'il a aidés dans les pays de l'AES à se tenir au pouvoir par la force, ces criminels-là, ces vauriens qui sont en tête de ces pays-là, ne le regardent plus.
Parce que lui, son travail, c'était de mentir à la population, mobiliser les gens en leur faisant croire que eux, ils étaient ceux qui pouvaient tout faire pour changer la vie des Africains. Et lorsque lui, il a fait tout ça, le fait que ces personnes-là ne lui rendent pas l'ascenseur, lui, il est contre eux. Donc, ça veut dire que Kémy Séba a fait tout ça, c'était pour sa petite personne. Et non pour aider les Africains, comme il le faisait croire. Mais un homme comme Kémy Séba qui n'a rien fait dans le pays où il est né, ça veut dire la France, un pays où toute personne qui aime travailler peuvent s'en sortir. Ce Kémy Séba était un vaurien, un vagabond, n'a pas pu faire quelque chose dans ce pays-là. Donc, il a pris ses Africains, ses propres frères africains, comme du bétail, comme sa marchandise, comme des personnes sans droit, pour venir leur dire ce que ces personnes-là veulent entendre. Ça veut dire, je fais tout pour que vous vous réveillez, faites tout pour ne pas que vous soyez des esclaves à vie, alors que celui-même qui est le chef des esclaves même, c'est Kémy Séba lui-même, ainsi que tous ces brigands qui sont dans les pays de l'AES. Toi, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, ainsi que celui du Tiani du Niger. Qu'est-ce que vous avez fait de bon dans ces différents pays-là? À part mettre en danger la vie de vos populations, à part assassiner ces populations, à part affamer ces populations, les mettre dans le noir, les faire passer pour des personnes sans droit. Toi, Ibrahim Traoré, donc toi, ta bouche que tu faisais tout le temps là, tu te faisais passer pour celui-là même qui allait venir changer la vie des Burkinabés. Lorsque tu plantais un arbre de tomates, tu prenais la photo de ça. Tu t'es même fait passer pour celui-même qui est le chef du cacao. Jusqu'à même se faire appeler Ibrahim Cacao. Alors qu'il n'en est rien. Tu n'es ni plus ni moins qu'un affamé, une personne sans personnalité, une personne qui ne peut rien apporter de plus à ta population. Donc, vous vivez avec les dons des Russes et des Chinois. C'est à vous qu'on va donner des poulets morts, les poulets périmés. Vous prenez ça, vous mangez. Oh, c'est à vous que les Russes pas donner les blés périmés, vous prenez, vous mangez. C'est à vous que les Chinois vont donner don de riz, vous prenez, vous mangez. Vous êtes tellement misérables, vous êtes tellement affamés, vous êtes tellement des personnes vraiment qu'on doit balayer sur la carte. Il a fallu toi, un morveux comme toi, Ibrahim Traoré, celui qui se permet de s'attaquer à un docteur, son excellence Alassane Dramane Ouattara, celui qui a tout à apporter à sa population, celui qui a pu relever son pays de là où le pays était. Parce que ce pays-là a été gouverné par un incapable, par un vaurien, par un chef de Kilote, de Laurent Gbagbo, par celui qui se proclamait aussi être le panafricain numéro 1 de l'Afrique, du monde entier. Et nous avons vu où ce criminel a envoyé notre pays. Au-delà d'avoir mis notre pays en guerre, nous avons vu comment ce Laurent Gbagbo a tout fait pour que la Côte d'Ivoire soit plus bas que terre. Donc, nous ne pouvons que remercier le docteur son excellent Alassane Dramane Ouattara d'avoir accepté d'être le président de la Côte d'Ivoire parce que grâce à lui, nous voyons où la Côte d'Ivoire est quittée et nous voyons où la Côte d'Ivoire est. Et nous savons aussi là où il va emmener notre pays. Ça veut dire plus loin. Et nous voyons ce qu'il a apporté à la jeunesse ivoirienne. Nous voyons ce qu'il a apporté aux parents dignes de ce nom. Aux parents qui veulent l'évolution de leurs enfants. Les parents qui sont heureux de vivre en sécurité dans leur pays. Nous remercions notre ministre, M. Téné Brahima, l'homme de la situation, l'homme qui a le contrôle de la sécurité dans la mer.
L'homme grâce à qui nous les Ivoiriens, nous circulons sans problème. L'homme grâce à qui nous qui sommes en Occident, nous dormons en paix parce que nous savons qu'il y a un homme qui veille sur la vie de nos parents qui se trouvent en Afrique, qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Nous le remercions. Notre ministre, ministre, bon, j'oublie. Clara, tu peux m'aider, s'il te plaît? Je ne sais pas de quel ministre vous parlez. Oui, Monsieur Tene Brahima, il est vice-premier ministre. Voilà, excusez-moi, voilà. Notre vice-premier ministre, merci beaucoup à lui pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un homme vraiment à qui on peut donner notre vie sans problème. Merci beaucoup à lui pour tout ce qu'il fait et merci beaucoup au président. Que Dieu donne longue vie et la santé à tous ceux qui travaillent auprès de lui, ainsi qu'au président Ouattara et sa famille. Vraiment, que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu permet à tous les Ivoiriens de s'ouvrir les yeux, de ne pas se laisser manipuler par les criminels qui sont autour de nous, qui veulent que la Côte d'Ivoire soit comme les pays de l'AES. Et ça, nous n'allons jamais accepter ça. Et merci beaucoup à toi, Éclaireur Pro-Vérité, pour tout ce que tu fais. Longue vie à toi et longue vie et bonne santé à tous les Ivoiriens et à tous les IPV. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Merci encore de ce que vous avez dit. C'est à nous, les Ivoiriens, de savoir faire le choix que nous voulons. Et c'est très simple, hein. C'est le choix de la dignité. C'est le choix d'être cohérent et constant. Et avec tout ce que vous dites aujourd'hui, comme on aime à le dire, toute chose vient avec son contraire. Et donc, on aura toujours des gens qui vont vouloir nous tirer par le bas, comme les pays de l'AES. Mais c'est à nous d'être résilients, d'être corrects vis-à-vis de nous-mêmes et de rester clairs dans ce que nous avons fait comme choix. Et j'aimerais dire ceci aux Ivoiriens, ne sous-estimez pas ce que vous apportez en termes de soutien. Sortir chaque jour pour venir dire « nous sommes derrière nos autorités », ça fait mal à ces personnes de l'AES et aux ennemis du président Ouattara parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont là et ils auraient voulu que le président Ouattara soit isolé pour qu'il puisse réussir. Mais sachez que c'est des hommes comme vous et nous qui chaque matin, quand on sort pour venir dire que nous sommes avec le président Ouattara, ça apporte quelque chose sur la balance. Et donc, ne sous-estimez pas ce que vous faites. C'est même très important. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci d'être toujours là. Merci d'être présente. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Amin. Merci beaucoup à toi aussi pour cet accompagnement. Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Excellente soirée. Merci bien. Merci, au revoir. Okay. Alors? Oui, bonjour à vous, Éclaireur. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonjour à tout le monde. Éclaireur, je viens aujourd'hui décrier pour la énième fois la Côte d'Ivoire et la saluer en fait. La Côte d'Ivoire sale en quelque sorte. Voilà, je crois que je suis tombée sur une de vos émissions récemment qui est encore où il y a un intervenant qui avait mentionné ça et bon, voilà, je vais un peu dans la même direction dans le même sens que lui. C'est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, depuis trop longtemps d'ailleurs, c'est des dépôts de peine à ordures dans nos rues. Elles sont puantes, indésirables, les caniveaux ouverts. En fait, je m'adresse au président et tout le gouvernement et tous ceux qui sont concernés. Les caniveaux ouverts encore à cette époque, enfin, les caniveaux choses pour l'assainissement qui sont enfin, je vais dire, installés de façon, comme on le dit, à ciel ouvert, encore à notre époque. Et là, on finit toujours par accuser les populations de les remplir de déchets alors que ces choses sont fournies, sont déposées et c'est ouvert. Donc, forcément, directement, ça ne peut que recevoir des déchets, même si c'est les gens qui les jettent n'importe comment. Donc, ces caniveaux sont remplis et puis on les accuse aussi, bon, de les obstruer. Forcément, ça va être obstrué.
Le pire même, c'est que le modèle, c'est encore ce modèle de caniveau qu'on continue de qu'on continue de nous poser. Et en même temps, on se plaint du fait que c'est obstrué par les déchets. Je crois qu'il y a un peu, pour moi en tout cas, si je peux me le permettre, il y a une insouciance étatique à ce fait-là. Et est-ce que, si je me trompe, en tout cas, ben, voilà, c'est comme ça que je le vois. Ben aussi, pour m'adresser directement au président, je vais dire que je lui rappelle, peut-être que s'il ne le voit pas, je viens devant lui dire que la Côte d'Ivoire, la capitale ivoirienne est hyper sale. Monsieur le Président, la capitale ivoirienne est hyper sale, ainsi que tout l'ensemble même du pays. Franchement, la culture de la saleté, c'est chez l'Ivoirien qu'on le trouve. Allons-nous continuer comme ça? C'est la question. Le constat, en tout cas, le constat est fait de la majorité. Mais maintenant qu'on ne s'en soucie pas, ça aussi, ça laisse à désirer. Et franchement, ça devient un peu trop. Même ces grandes œuvres du président aujourd'hui, pour ajouter cet élément-là aussi à ça, les grandes œuvres que le président fait construire sont, pour ma part, en tout cas, on a le sentiment que c'est du travail inachevé, c'est incomplet en fait. C'est aussi les détails qui doivent venir vraiment finir, terminer, achever ces travaux-là de sorte à qu'ils soient embellis. On ne les voit pas. Donc on voit des constructions de routes, de ponts et tout le reste qui sont faits qui sont faites et puis c'est la terre rouge qui vient encore les envahir. Franchement, j'arrive pas à comprendre cette façon de travailler là, quoi, de fournir, de livrer quelque chose inachevé. Enfin, on fait le travail et puis on le laisse dans l'impureté. C'est assez, ça appelle, ça demande quand même qu'on y apporte beaucoup de corrections. Et donc, Monsieur le Président, en fait, je voulais vous dire aujourd'hui que votre équipe, vos collaborateurs doivent se donner aussi la culture de la qualité dans le travail. Le travail qui est fait sans qualité, franchement, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de corrections à y apporter. Et je pense pas qu'on doive continuer comme ça avec ce même style-là. C'est pas bien, ça ne vous honore pas. Au contraire, le grand bâtisseur que vous êtes, autour de vous, je pense que il y a beaucoup d'améliorations qui devraient être apportées de vos collaborateurs dans les tâches que vous leur confiez. Pour moi, pour ma part, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments d'amélioration à inculquer à nos dirigeants et ça ne peut pas continuer. Je suis désolé, mais bon, voilà, il fallait que je le dise. Je vous rappelle encore que la Côte d'Ivoire est hyper, hyper, hyper sale et que de la propreté, de l'assainissement doit être vraiment dorénavant quelque chose, l'élément sur lequel on doit se pencher de sorte à ne pas vraiment se bâtir, enfin, ne pas bâtir ou bien ne pas se développer dans l'impureté. Merci beaucoup, éclaireur. C'était un coup de gueule. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et ce que vous dites est tellement juste et vrai que moi-même, je viens de la Côte d'Ivoire, ça fait à peine 2 ou 3 semaines. Maman Blanc y était. Et on a pu tous constater que c'est tellement désolant que sur nos taxes de la CIE, la compagnie ivoirienne de l'électricité, on perçoit des taxes pour l'enlèvement des ordures. Mais cet argent qui est pris, on ne nous rend pas compte. Mais la question des ordures, c'est comme un péché qu'on va traîner éternellement. Sincèrement, c'est simplement désolant. Et on en parle. Et on fera ce qu'on peut. Mais tant que la volonté ne vient pas et que les gens ne veulent pas résoudre le problème, on sera toujours confronté à ce problème, malheureusement, chère mère. Mais là encore, votre coup de gueule vient encore donner du nouveau, parce qu'on a tellement parlé de ce problème-là, pas qu'on soit découragé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On espère bien que les gens vont tout au moins nous rendre compte sur les taxes qui sont prélevées. Au moins, l'argent, là, ça va où? Ça, c'est au moins une question simple qu'on peut poser.
puisque les ordures ne sont pas ramassées. Si l'argent existe déjà, est-ce que c'est l'intelligence de pouvoir planifier qui manque? Qu'on nous dise clairement ce qui fait défaut. Parce que l'argent qu'on paye là, c'est de l'argent qui nous est pris. Et donc on a tout le droit de demander des comptes. Surtout qu'on paye pour quelque chose qu'on n'obtient pas. On ne va pas rentrer dans les calculs les plus compliqués. Si on sait qu'on ne peut pas ramasser les ordures, mais ne prenons plus les taxes de collecte des ordures. Aussi simple que cela soit. Mais tant que l'argent est perçu, il faudrait que l'État nous rende compte. Parce que ça devient plus que désolant et ça devient honteux pour la Côte d'Ivoire quand on voit l'image que le président veut donner à la Côte d'Ivoire et qu'on dit qu'il est le chef d'État d'un pays qui est sale, à commencer par la capitale elle-même. Effectivement, comme vous le dites, ça vient saboter tout le travail. On a construit la tour D, mais la tour D est entourée de saleté. À quoi est-ce que ça aura servi? C'est l'image, ce que l'esprit humain retient facilement, c'est l'image négative, c'est l'impact négatif que les gens retiennent. Si tu veux, faut construire la plus belle maison, mais si il y a de la saleté à côté, ça dégrade l'image que les gens retiendront. Et c'est à cela que la Côte d'Ivoire doit s'atteler. Et cher mère, ce n'est pas étrange, parce qu'au niveau comportement même, nous ne sommes pas propres, hein, nous les Ivoiriens. Et on ne fait pas d'efforts en ce sens-là. Et donc, c'est notre saleté intérieure qui est le reflet même de notre impropriété que nous voyons là. La saleté que vous voyez dehors là, c'est en chacun de nous les Ivoiriens. C'est notre destruction morale et notre impréparation qui nous conduit à cela. À quoi sert-il de créer un bel environnement, mais avec des gens qui ne sont pas prêts? C'est cette question-là que nous sommes en train de poser aujourd'hui à nos gouvernants. À quoi sert-il de développer un pays alors que les gens restent sales? À quoi sert-il de créer une société alors qu'on n'a pas préparé l'homme qu'il faut? On n'a pas enseigné les leçons qu'il fallait pour marquer les consciences pour que les Ivoiriens changent. C'est de cette même manière-là que si nous ne construisons pas un homme ivoirien, la saleté sera là toujours pour nous rappeler que nous avons raté un élément très très important de notre propre histoire, c'est-à-dire comment nous assainir nous-mêmes et assainir notre environnement. Il faut donc faire la culture de la responsabilité. Voilà ce que je pouvais ajouter, chère mère. C'est bien ajouté. Je vous remercie, éclaireur. Espérons que ce sera pris en compte. Merci et bonne suite d'émission à tous. Merci beaucoup, chère mère, et on vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Oui, allô, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon professeur 5 étoiles, je vais bien et vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah. Alhamdulillah, et de votre côté? Grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Ok, bonjour à tous les GTV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour la journée d'aujourd'hui, qu'il nous donne dans sa miséricorde et dans ses grâces. Professeur éclaireur, vraiment, entendre parler la mère à qui ça fait tellement mal. Mais le professeur éclaireur, cet argent que la CIE prend sur les factures, est-ce que la CIE verse ça à la commune, c'est-à-dire à la mairie ou pas? Et moi, je me dis, quelle est la fonction, quel est le rôle des maires, professeur éclaireur? Cette insalubrité-là, quel est le rôle des maires, professeur? Ok. D'abord, il faut dire que l'argent qui est perçu ne va pas dans les mairies. C'est l'État qui encaisse cet argent-là. Il faudrait que ce soit clair. Maintenant, les gens, quand tu cherches à comprendre, ils vont t'expliquer que non, c'est l'État qui fait, quand l'argent est accumulé, en plus des taxes, c'est l'État maintenant qui donne de l'argent aux mairies. Et que dans le cas d'Abidjan maintenant, c'est un peu particulier, c'est le district qui s'occupe. Tout ça là, c'est parce qu'on veut mentir au peuple. Quand on prend notre argent là, on ne tourne pas en deux hauts. Quand on prend nos taxes, ça vient directement sur ta facture. Quand les gens de la mairie s'en vont pour prendre les taxes là, ils ne tournent pas pour parler beaucoup français. Maintenant là,
Ils ont pris l'argent des CIE, taxes pour collecter les ordures là. Ils ont pris ça, on est d'accord. Ça va dans les caisses de l'État pour ramasser ordures. Maintenant, la mairie prend ses impôts et ses taxes. On nous dit que la mairie fait partie de ça dans les caisses de l'État. Et puis maintenant, l'État essaie de donner ce qu'il faut à chaque mairie. Mais que dans le cas d'Abidjan, c'est un peu particulier. Là, c'est le district. Tout ce charabia-là, c'est pour nous perdre du temps, pour nous tromper. Sur les factures, là, vous dites, il y a un impôt qu'on relève à chaque Ivoirien pour que la saleté n'a qu'à être ramassée. Cher, mais cet argent-là, ça est où? Ça est où dans les caisses de l'État? Les Ivoiriens ont le droit de savoir où cet argent se trouve. Maintenant, si cet argent est là, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à ramasser les ordures? Allons avec les questions simples et posons les problématiques. Est-ce que c'est un manque d'idées? Ou bien cet argent-là, est-ce que ça va dans une caisse noire? Qu'est-ce qui est fait avec notre argent? On paye pour un service qu'on n'obtient pas. Parce que si on veut compliquer la question pour dire c'est la mairie, non, c'est le gouvernement. Parce que la mairie n'est jamais venue s'arrêter pour dire donnez-moi l'argent, je vais ramasser vos ordures. C'est l'État, c'est le gouvernement que moi j'accuse. Parce que ce n'est pas la CIE. C'est ce que le gouvernement a dit à la CIE que la CIE fait. Maintenant, cette taxe-là, si le gouvernement sait qu'il ne va pas ramasser les ordures, comme c'est le cas, qu'il supprime cette taxe-là, parce que ça va rentrer dans les caisses de chaque famille et ça peut diminuer la pauvreté. Et ce n'est pas intelligent qu'on dise à un peuple, je vais vous vendre un faux produit et ne pas vous livrer le produit. C'est de la fraude. Dire à quelqu'un, il faut payer pour quelque chose, et quand la personne donne son argent, la personne n'obtient pas ce qu'elle devrait obtenir. C'est de la fraude. Et il faut avoir le courage de le dire. Donc là, ne rentrons même pas dans les calculs pour dire qu'est-ce que la mairie fait. On s'en fout de la mairie. C'est celui qui a pris notre argent pour ramasser les ordures là. C'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce qu'il prend des taxes. La CIE n'est jamais venue dire à quelqu'un qu'ils vont ramasser taxes et ordures. Donc si on retrouve une taxe pour l'enlèvement des ordures, c'est le gouvernement. S'ils savent qu'ils ne vont plus ramasser les ordures, et comme c'est le cas actuellement, qu'ils suppriment cette taxe-là et on sera quitte. Mais s'ils ne vont pas arrêter de prendre cette taxe-là, ils n'ont qu'à sortir pour nous expliquer clairement l'argent là, depuis qu'ils ont collecté là, ça est où? C'est combien? Et qui fait quoi avec cet argent? Moi, voilà comment je pose la problématique pour bien comprendre. Parce que si tu mets plusieurs acteurs là, c'est la CIE qui prend, mais la CIE, bon, c'est la mairie. Tu compliques l'équation, cher maire. Celui qui a pris l'argent là, c'est à lui on doit demander compte. C'est le gouvernement. Voilà comment moi je vois le problème. Parce que cette histoire-là, c'est vraiment honteux et puis c'est aberrant et puis c'est écœurant à la fois, quoi. Voilà, parce que cette histoire n'arrange vraiment pas le pays. Voilà, autant de Babo Laurent, le pays sentait poubelle, autant de Papa Ado, le pays va sentir poubelle. Question. Vraiment, merci, professeur. Et je vais dire à Saleh Tchemoko que en 90, nous tous, on était un peu adolescents en Côte d'Ivoire, parce que son âge n'est pas loin de notre âge, nous sommes de la même promotion, et qu'il a en face de lui des gens qui ont été contemporains de la Côte d'Ivoire, donc ça ne va pas passer crème. Nous n'avons pas besoin de populistes en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de travailleurs, et nous avons besoin de bons opposants. Mais si lui veut se faire un Babo Laurent, un Bédier, ça ne marchera pas. Parce que nous n'accepterons pas. Et merci à la mère Blanc pour l'édito fait du côté des EPV. Mais il y a quelque chose que la mère Blanc a oublié. La mère Blanc, il faut dire à ceux qui vont diffamer contre les EPV feront face à la justice. Parce que nous, tout ce que nous connaissions, c'est la justice. Merci, professeur. Que Dieu te protège. Que Dieu protège Papa Ado, tous ceux qui l'entourent. Que Dieu protège tous nos vaillants combattants qui sont autour de Papa Ado. Que Dieu
protège notre papa TBO. Oui. Que Dieu le protège et que Dieu le paille de tous ceux qui vont vouloir mettre des bâtons dans ses roues, qu'ils soient anéantis par l'épée de Dieu lui-même. Que Dieu protège tous les combattants, tous nos forces de l'ordre qui pratiquent, qui frappent, qui travaillent à la sécurité et à la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous protège avec ses anges. Merci, professeur.